À Kidal, il n'y a aucune décision, je peux vous le dire, ni de la part du gouvernement, ni de la part des troupes françaises, ni de la part de la MISMA, de faire en sorte que les troupes n'y aillent pas. L'armée malienne... Ce n'est pas la question, mais pourquoi les forces du MNLA y sont? Non, non. Je pense que si le MNLA, ou ce qu'on appelle le MNLA, est là, c'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? Mais les troupes françaises qui sont sur place savent très bien que ceux avec qui ils combattent quotidiennement, c'est pour détruire le terrorisme. Ça, c'est très clair. Je n'ai jamais eu de rapport expliquant que des troupes du MNLA se sont trouvées face aux troupes de la MISMA, aux troupes françaises. Alors la MISMA, précisons-le, c'est la mission internationale de soutien au Mali, on ne l'a pas encore précisé depuis le début de cette émission. Simon Koulibaly, un mot sur cette future armée malienne dont l'organisation a été confiée au capitaine Sanogo. Est-ce qu'il est encore légitime pour conduire une telle opération? Non, vous vous trompez. Il est chargé de réformer l'armée malienne. Il n'est pas chargé de réforme, il préside un comité de suivi des réformes. Mais est-il légitime pour le faire? Aujourd'hui, il est soldat malien. Il est soldat malien. C'est quand même le chef de la junte. Il n'y a plus de junte. De l'ex-junte. Denise. Et permettez à un des principaux opposants à ce coup d'État de vous le dire, il n'y a plus de junte au Mali. Et le capitaine Sanogo, c'est un soldat malien. Il n'a plus du tout de pouvoir aujourd'hui à Bamako? Non, mais il y a un gouvernement au Mali. Rendez-vous compte. Il y a un gouvernement, il y a un président qui a été investi selon les dispositions de la Constitution du 25 février 1992. Sur le plan institutionnel, c'est derrière nous. Mais ce que moi je veux vous dire, c'est qu'il faut faire très attention. Nous avons appelé l'armée française pour nous aider à sauver la République, pas pour faire une enclave à Kidal. Parce que c'est insidieux, ça. Ce qui est dit, c'est comme si l'armée française était en train de protéger des positions ennemies au Mali. Non, non, je m'inscris totalement en faux contre cela. Ni l'armée française, encore moins les troupes de la MISMA. Vous savez, l'armée malienne ne progresse pas au même rythme que ses amis sur le terrain. Nous n'avons pas les mêmes moyens que l'armée française. Si nous avions les mêmes moyens que l'armée française, nous les aurions pas appelés. Sur le capitaine Sanogo, il y a une opération presse morte hier à Bamako parce que le Républicain a publié une lettre d'un soldat en colère contre justement les avantages qui seraient octroyés au capitaine Sanogo. Le directeur de la publication se retrouve en prison. Ça veut bien dire qu'il a quand même encore du pouvoir, qu'il est craint à Bamako. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Que c'est le capitaine Sanogo qui aurait arrêté un journaliste? Pas du tout. Je constate que c'est une lettre, en tous les cas, qui était critique envers lui, qui a provoqué son arrestation. Là-dessus, si je peux dire un mot. D'une part, en ce qui concerne l'armée malienne, qui doit être reconstruite, reformée, c'est l'Europe, c'est une opération qui s'appelle EUTM, qui, sous la direction d'un général, qui s'appelle le général Lecointre, en liaison, bien sûr, avec les autorités maliennes, va opérer, avec des financements européens, va opérer cette reformation, puisque cette armée, dans les faits, elle n'avait plus d'équipement, elle a besoin d'être reformée. Deuxièmement, il y a un principe qui dicte notre comportement, à nous, intervenants européens, mais c'est vrai pour tous les démocrates. Partout, le pouvoir militaire est soumis au pouvoir civil. C'est comme ça que ça fonctionne dans une république. Alors, ça peut être monsieur X, monsieur Y, peu importe, peu importe dans les faits, mais de toutes les manières, les militaires sont soumis au pouvoir civil. C'est comme ça que ça fonctionne, et c'est une condition. Nous ne sommes pas intervenus dans les conditions où nous sommes intervenus pour qu'il y ait un pouvoir militaire ou une partie du pouvoir militaire qui s'arrange. Mais est-ce que la France peut intervenir, Laurent Fabius, pour libérer ce journaliste, le directeur de la publication? C'est une affaire que vous suivez à titre personnel? La France, je vous ai défini les principes qu'elle applique, et je suis sûr que le gouvernement malien fera ce qu'il faut pour que la presse soit respectée. Laurent Fabius, par la voix de son président, le Tchad a annoncé la mort d'Abou Zaïd et de Mokhtar Ben Mokhtar. Pourquoi une telle prudence de la France à propos de la disparition de ce chef islamiste? En ce qui concerne Abou Zaïd, il est probable qu'il est décédé. Maintenant, je vais vous faire toucher du doigt, vous le savez d'ailleurs, nous devons vérifier tout cela. Or, pour le vérifier, il n'y a pas 36 méthodes. Il faut prélever de l'ADN
de l'intéressé et de l'ADN de gens de sa famille pour faire la comparaison. C'est très difficile, je ne veux pas rentrer dans les détails macabres, mais par le fait que les corps sont souvent éclatés, en plus qu'il fait extrêmement chaud en ce moment, il fait 45 degrés. Bon, donc nous sommes en train d'opérer cette vérification, j'espère qu'elle va être possible sur Abou Zaïd, sur Ben Mokhtar ou sur d'autres. Il est très vraisemblable qu'il y a eu beaucoup de chefs ou de sous-chefs qui ont été détruits dans ces opérations. Parce que revenons quand même toujours à l'élément de base, il s'est agi de détruire des groupes terroristes qui non seulement menaçaient évidemment le Mali, mais l'ensemble de la région. Et on n'a pas cité le nom des pays, mais tous les pays qui sont représentés à la CEDEAO étaient aussi menacés. Mais est-ce que la disparition de ces deux islamistes, qui sont des anciens du GIA, peut amener l'Algérie à revoir sa position sur sa participation à la résolution de cette crise malienne? A un comportement absolument impeccable. L'Algérie a elle-même beaucoup souffert du terrorisme pendant des années et des années. Il y a eu plus de 100 000 morts, situation épouvantable. L'Algérie a compris parfaitement quel était l'enjeu dans la lutte contre le terrorisme. L'Algérie a donc fermé sa frontière, ce qui était très important si on veut évidemment coincer les terroristes. Et l'Algérie se comporte de façon tout à fait exemplaire. L'espace aérien est toujours ouvert pour les avions français Il n'y a pas de problème que je sache. L'Algérie, dans le respect de ce qui sont ses convictions, ses lois, que nous n'avons pas à commenter, elle agit de manière très positive. Alors revenons de l'autre côté de la frontière, dans ce fameux massif des Iphoras, M. Fabius, il y a bien entendu la délicate question des otages. Beaucoup d'angoisse chez les familles des otages français. Rappelons qu'aussi 7 otages sont également détenus probablement au Nigeria. Ils ont été capturés au Cameroun, dont 3 enfants d'ailleurs parmi eux. 4 enfants, pardon, et 3 adultes. Quelles sont les informations dont vous disposez au sujet des otages? On imagine que la discrétion est de mise, mais tout de même, est-ce que c'est l'objectif? Vous avez défini vous-même parfaitement quelle est notre attitude. C'est une attitude de grande détermination, parce que nous avons le souci permanent de retrouver ces otages, de les libérer. Les familles font preuve d'un courage absolument admirable, mais une règle, c'est d'être à la fois déterminé et discret. La seule chose que je puis dire, c'est que vraiment tous les services sont mobilisés, non seulement nos services à nous, mais l'ensemble des services, bien sûr, que s'agissant de la famille qui a été prise en otage dans le nord du Cameroun et du Nigeria, je me rendrai moi-même vendredi pour rencontrer le président du Nigeria et le président du Cameroun. Nous ferons le point sur cette situation et sur d'autres. Nous espérons que nous pourrons les libérer. Alors on va peut-être partir de Nisa à Gao, parce que le temps presse. Une ville qui a été occupée pendant 9 mois, voire plus, par ces groupes islamistes. Une ville où les combats continuent, beaucoup de tensions. Il y a même eu des attentats suicides dans cette ville. Il y a donc une résistance, semble-t-il, acharnée de ces groupes, notamment du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le fameux Mujao. Alors, question qui se pose, qui peut parfois déranger, les habitants ont-ils sympathisé avec le Mujao? C'est ce qu'a voulu savoir notre envoyé spécial François-Xavier Freland. Regardez. Durant les 9 mois d'occupation islamiste, Mohamed n'a pas cessé d'être chauffeur de taxi. Il a tout vu, il connaît par cœur les hauts lieux du Mujao dans sa ville. Voici le commissariat dévasté où la police religieuse du Mujao interrogeait les mécréants, les buveurs d'alcool et autres fumeurs de cigarettes. Voici la prison à Gao du Mujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Les traces du fanatisme sont encore visibles. C'est là qu'on enfermait ceux qui allaient connaître ensuite le sort de la charia. C'est précisément ici qu'on jetait les fétichistes avec leurs gris-gris. L'un d'eux y aurait même été égorgé. Tout ça, c'est les gris-gris jetés ici. Les féticheurs. Au temps de Mujao, ils avaient interdit ça. La dernière personne, ils ont égorgé. Soucieux de s'implanter longuement, les islamistes ont compris que l'application de la loi divine n'était pas forcément populaire. Mohamed n'a pas oublié. Chez lui, il nous invite à boire le thé en famille pour en parler. Sa petite fille Aïcha est née au tout début de l'occupation islamiste. Bon, ma petite fille, elle est venue au monde dans le temps de Mujao. À l'époque, il n'y avait pas un moyen de déplacement, tout le monde n'était pas là. C'est moi-même qui me suis déplacé. Aller demander un service aux gens de Mujao s'ils peuvent venir prendre ma femme, l'amener à l'hôpital pour l'accouchement. Ils disent que ce n'est pas un problème, ils sont venus, ils ont pris ma femme et l'ont amenée à l'hôpital. Après l'accouchement, je suis revenu, ce sont eux qui ont ramené ma femme encore. Je suis très content. Ils m'ont même donné quelque chose, un peu de sous.
Durant les 9 mois d'occupation islamiste, l'eau potable a été garantie dans la ville par le Moudjahou grâce à la coopération de la Croix-Rouge. Les services sanitaires de la ville étaient assurés par des milices de la jeunesse qui collaboraient avec Abdul Hakim, le chef des islamistes, moyennant finance. Le transport public était maintenu par une nouvelle compagnie islamiste. Si Abdul Hakim était là, on avait un problème d'eau, de courant. Abdul Hakim il a donné 50 millions à l'énergie malienne ici à Gao, l'eau et le courant pour le carburant. On avait un problème des moteurs, des bobines. Tout est venu ici. Il nous a beaucoup aidé quand même. C'est ici, sur la place de l'Indépendance, que l'on surnomme désormais place de la Charia, signe que l'empreinte islamiste est profonde, que l'on coupait des mains. Pas très loin, nous rencontrons Mohamed Sidibé. Ce jeune fils de diplomate, autrefois rappeur et addict à la drogue, a trouvé depuis le chemin de la foi et de la sagesse. Il ne cache pas son penchant islamiste, proche du wahhabisme. Il dirige un hôtel à Gao que nous ne filmerons pas par sa volonté, le seul qui n'ait pas été détruit dans la ville par les islamistes, car il y proscrit depuis toujours l'alcool et la prostitution. Mohamed est un garçon courtois, cultivé. Quelques jours après la fuite des djihadistes, dont certains chefs logeaient dans son établissement, il revient sur ce qu'il appelle la révolution. Moi, personnellement, je n'ai rien contre cela, la charia, mais je pense qu'ils sont allés un peu trop vite, je pense. En Afrique, plus particulièrement au Mali, on sait qu'il y a une grande corruption de l'État et une injustice de la justice elle-même. Donc, quand ces deux choses se présentent dans une démocratie, donc on ne peut pas parler de démocratie, parce que la démocratie, ce n'est pas uniquement le suffrage universel, comme le croient nos politiciens, mais c'est aussi la bonne gestion de l'État, des ressources de l'État, de la justice, et qui empêchera forcément qu'on appelle des révolutions. Des révolutions, il va en avoir toujours en Afrique. Tant que nos dirigeants n'arrivent pas à gérer comme il faut, il y aura toujours des révolutions. En face de la place de la Charia, nous découvrons l'ancienne mairie, le palais de justice sous les islamistes. Un bâtiment dévasté par leurs anciens occupants, même si pour le maire, M. Sadou Diallo, la faute incombe davantage aux indépendantistes touaregs du mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA. À l'image de beaucoup de Maliens, on en veut davantage à ceux qui ont voulu diviser le pays qu'à ceux qui ont voulu imposer la justice de Dieu. Je suis plus énervé contre le MNLA plus que le Moudjahou, parce que le Moudjahou, le seul mal qu'ils nous ont fait, si même il reste des murs, c'est parce que le Moudjahou était là. Hein. Mais le Moudjahou, c'est le fait qu'ils ont violé nos femmes, ils ont violé nos femmes et ils ont coupé des mains de nos jeunes valides. C'est pourquoi ils m'énervent. Mais en réalité, tout ça, je le mets sur le dos du MNLA. Gao, ancien carrefour de commerce, était devenu le nouveau sanctuaire des islamistes au Mali. Aujourd'hui, beaucoup craignent que s'ils ne reviennent pas par la force, ils pourraient faire un retour inattendu par les urnes. Timan Coulibaly, en faisant du social, les islamistes ont pallié la faillite de l'État et c'est ce qui a favorisé l'adhésion de la population. C'est un défi que vous devez relever demain, vous, classe politique. Du social qui se finance sur l'argent de la drogue. Seulement de la drogue ? C'est ça, que de la drogue. Est-ce qu'ils ont un trésor public ? Certaines sources évoquent une aide directe ou indirecte du Qatar à certains groupes. Vous avez des informations à ce sujet, non ? Dans tous les cas, ce ne sont pas les financements habituels et ordinaires d'actions sociales tels que cela est admis dans les États organisés. Mais s'il y avait des services publics qui n'iraient pas vers cette manne-là. Ce que je vous dis, il faut faire très attention. Il faut faire très très attention. Ce qui s'est passé au Mali, en réalité, participe de la vulnérabilité de toute une bande sahélienne. Et la conflictualité endémique que nous constatons dans cette zone depuis plusieurs années ne trouvera sa solution effectivement que quand nous aurons des États forts, quand nous serons capables d'offrir une perspective différente à nos populations dans des systèmes économiques intégrés et effectivement des gouvernements débarrassés de la corruption. Il faut s'attendre à, c'est ce que lui appelle une révolution, il faudra s'attendre en tous les cas à d'autres troubles dans la région s'il n'y a pas justement un État fort, des services publics, un développement digne de ce nom. Mais il est clair que l'Afrique aujourd'hui fait face à un problème de développement.
un problème de développement tel que aujourd'hui beaucoup de pays face à la vulnérabilité ont des difficultés précisément d'entretenir des armées fortes et bien équipées et par conséquent sont très faibles. Lorsque les mouvements sociaux éclatent, la seule réaction c'est de réprimer cela, ce qui évidemment remet les populations contre l'État, mais c'est aussi à cause de cela que précisément les criminels ont pu développer un peu cette économie criminelle, parce que lorsque les gens n'ont pas d'impôts, ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont pas d'exploitation, etc. Mais on vous dit, ils financent 50 millions, 10 millions, etc. La bonne question, c'est où ils trouvent cet argent. Est-ce que c'est un financement périn? Est-ce que c'est un financement qui permet à un État de se construire et de durer? Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est un service rendu ni au Mali, ni aux autres pays qui sont dans la vulnérabilité et qui sont les cibles prochaines de sur le développement, monsieur le Laurent ministre. Fabius, on a coutume de dire qu'il n'y a pas de sécurité sans développement. Et la réciproque est aussi vraie. Le 19 mars prochain, vous allez réunir les collectivités territoriales françaises et maliennes à Lyon. Est-ce que ce sera l'occasion pour vous de recentrer la politique africaine sur la coopération décentralisée? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collectivités locales françaises qui travaillent avec des collectivités maliennes. Et il faut utiliser ce bon travail, cette coopération, pour favoriser les services publics maliens. Et puis il y aura une autre conférence sur le développement au niveau européen au mois de mai. Je reviens d'un mot sur ce que traitaient mes collègues. Il ne faut pas être dupe des choses. Et de ce point de vue-là, votre reportage, je crois, il faut prendre un certain recul comme vous le faites. Bon, il y a l'apparence. L'apparence, c'est que effectivement, vous pouvez avoir des gens qui rendent des services sociaux, etc. Bien sûr. Mais la réalité, c'est que le Moudjahou, c'est un groupe narco-terroriste, c'est établi. Bon, ils vivent de la drogue. Et la drogue, il n'y a pas de choses qui aliènent le plus l'homme et la femme. Bon. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils utilisent les carences qui pouvaient exister des services publics, de l'État, etc. Et c'est une explication à l'adhésion qu'ils peuvent parfois avoir, c'est pas du tout une justification, car rien n'est pire pour les populations que de se donner à des mouvements comme ceux-là, qui se fichent totalement du bien-être de la population et qui utilisent simplement un certain nombre de carences ou de lacunes pour mettre la mainmise sur la population et faire leurs affaires. Voilà le fond de la réalité. Mais pour lutter contre ça, encore faut-il qu'évidemment, en face, on accompagne le développement, que la corruption soit combattue, que les services publics soient en place, que l'État soit exemplaire, c'est clair. Alors, puisque vous parliez, Denis, de coopération décentralisée, j'aimerais saluer tout particulièrement la communauté malienne de France qui participe grandement à cette coopération décentralisée et qui agit à sa manière pour le développement du Mali. Cette première partie, tout ça touche à sa fin. Merci beaucoup à tous les trois, monsieur le ministre Laurent Fabius, monsieur le ministre Thiéman Coulibaly, et puis également représentant spécial de la CEDEAO, les pays d'Afrique de l'Ouest, monsieur Aboudou Touré Chiaka. Merci à tous les trois.